Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Entre 11h et midi, nous commentons l'actualité qui est bien chargée aujourd'hui avec Patricia Balme. Bonjour, communicante, présidente fondatrice de PBcom International. Mathieu Alterman, journaliste, auteur. Votre dernier livre, Les femmes fatales, c'est ça ? Oui, c'est ça, toujours disponible. Et on toujours trouve tous les vendredis sur TPMP People. Je vais l'acheter alors. Voilà. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Jean-Luc Touly, bonjour, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Donc, on va parler évidemment aujourd'hui de l'attaque de Bayonne, un climat de plus en plus tendu en France. Les musulmans de France doivent-ils avoir peur ? Est-ce que c'est le signe d'une montée de l'islamophobie en France, bien que je n'aime pas ce terme ? On va parler de la grève qui se poursuit à Montparnasse et à la SNCF avec une situation qui est de plus en plus explosive. 0826 300 300. On attend vos appels. On va commencer peut-être avec Mathieu qui a J'ai un coup de cœur. Demain sort le livre d'Amin El Ratmi. Je ne sais pas si vous connaissez autour de la table. C'est quelqu'un qui est engagé au Printemps républicain. Il sort un livre qui s'appelle Combat pour la France chez Fayard. Et c'est magnifique parce que c'est l'itinéraire d'un homme musulman de gauche qui se bat pour la laïcité. Le groupe Printemps républicain a des ambitions politiques qui vont apparaître ces semaines à venir. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je suis très attaché à la laïcité, surtout quand elle vient de gens plutôt de gauche comme lui ou Elisabeth Badinter, par exemple. Mmh. Donc c'est demain, ça paraît chez qui ? Chez Fayard. Fayard demain. Combat pour la France, Amin El Khatmi, on dit. Voilà. Olivier, un coup de cœur, un coup de gueule ? Oui, c'est le dernier bouquin. Il y a eu beaucoup de billets, j'ai vu dans les médias, mais c'est le livre de Sylvain Tesson, oui. La Panthère des Neiges, qui est un très très beau livre, très captivant. Il écrit « Les animaux incarnent la volupté, la liberté, l'autonomie, ce à quoi nous avons renoncé ». J'espère que notre émission sera marquée de tout cela, Valérie. Oui, je le souhaite. Donc, c'est chez quel éditeur ? C'est Gallimard, non ? À vérifier. Oui, en général, c'est Gallimard, effectivement. Mais Sylvain Tesson, de toute façon, vous pouvez lire tous ses livres. C'est toujours bien. C'est toujours très bien. Jean-Luc ? Moi, j'avais un coup de cœur, mais j'en ai deux maintenant parce que la personne qui était à côté de moi, son mari, Patricia avec qui j'ai eu un coup de cœur il y a 30 ans dans un match de tennis. Et donc, je voulais saluer Jean Sorel. Jean Sorel. Bon, c'est avec sa femme, mais bon. Voilà. Soyons raisonnables. On rentre dans la vie privée. Ça ne le regarde pas. Oui, moi, mon coup de cœur, c'est les employés des EHPAD. J'ai ma mère qui est dans un EHPAD et je vois comment ces personnes qui sont souvent d'origine, d'ailleurs, d'Afrique subsaharienne, font des heures et des heures pour des salaires absolument minables, dans des conditions de sous-effectif. Et je voudrais saluer vraiment leur professionnalisme, leur courage, leur amabilité vis-à-vis de ces personnes. Et comme je sors un livre dans les prochains mois sur cette question de la fin de vie, je voulais quand même donner un coup de cœur, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement veut mettre un peu d'argent, mais c'est bien d'en mettre, mais il en faut mettre vraiment beaucoup, et il faut vraiment qu'on renforce les effectifs qui sont en sous-nombre, d'où, dans certains cas, des problèmes de maltraitance ou d'absence de soins pour les personnes vraiment dépendantes. C'est un coup de cœur qui vous honore et vous avez entièrement raison. Patricia, je vous ai gardé pour la fin parce que je pense que ça va susciter certainement des réactions. Moi, c'est un coup de gueule par rapport à la liberté d'expression dans notre pays. Il y a 2 conférences qui viennent d'être annulées par la Sorbonne et par l'Université de Bordeaux, celle de Sylviane Agacinski et celle de Mohamed Sifawi. Sylviane Agacinski qui est contre la PMA et la GPA, et c'est son droit, qui est quand même traité de réactionnaire. Je rappelle que c'est une philosophe et que c'est une femme de gauche. Quant à Mohamed Sifawi, je ne vais même pas évoquer les raisons, puisque on l'attaque sur ses positions sur l'islam. Ce qui fait peur simplement, et ce que je veux dénoncer ici, c'est le fait que en France, ça a toujours été le pays de la liberté d'expression. Les pamphlétaires existaient sous Louis XIV. Et on a besoin de pamphlétaires, on a besoin de gens comme les gens qui travaillent à Charlie Hebdo. Et même Éric Zemmour, j'irai jusque-là, il a le droit de s'exprimer. Je pense qu'interdire des conférences et concernant ces 2 personnes, ça me choque énormément. On est ici dans une émission où on a une liberté d'expression. On peut chacun dire ce que l'on pense. Et il faut vraiment
vraiment lutter et avoir un combat pour la liberté d'expression. Je voudrais juste rajouter que c'est toujours la même chose. Ces conférences ou ces choses sont censurées toujours par une minorité qui fait du bruit. Parce que c'est finalement très peu de gens qui font pression. Ce sont des associations très très extrêmes. Et c'est toujours le même scénario finalement. Et parce que la majorité, même quand on leur cède. C'est tout le problème, et je pense que c'est tout le problème de notre pays sur plein de sujets. J'ajouterais à la question de Valérie qu'en effet, ils ont dit concernant Sylviane Agacinski qu'ils ne pouvaient peut-être pas assurer sa sécurité dans l'université. Si elle faisait cette conférence. Ça s'appelle du terrorisme, c'est-à-dire qu'on arrive à faire annuler par la terreur. Terrorisme intellectuel. Réaction. J'ai un double coup de cœur pour la famille. Rappelons que la pièce Échille a été censurée il y a 6 mois. Il y a une intolérance de plusieurs niveaux qui montent. Et moi, j'ai été aussi... alors, c'est pas exactement la liberté d'expression, mais c'est quand même un peu dans cet esprit-là. Il n'y aura pas de statue grecque à l'exposition sur l'histoire des Jeux Olympiques à Doha, parce que les autorités locales voulaient dissimuler le sexe des statues, et le ministère grec de la Culture a refusé et a rapatrié les œuvres d'art, alors que l'UNESCO à Paris a mis des culottes sur certaines statues la semaine dernière, sur des statues d'un artiste contemporain, parce qu'il y avait des délégations que ça gênait. Donc on arrive à une sorte d'obscurantisme quand même, Olivier d'Artigol. C'est la fête du slip ? Oui, c'est la fête du slip, c'est un peu ça. J'osais pas le faire, mais... donc voilà. Oui, le terme d'obscurantisme est celui qui caractérise le mieux ce que vous venez de dire. Ouais. Mais il faut s'exprimer, continuer à défendre la liberté d'expression, avec une chose, le cadre démocratique, chacun peut dire ce qu'il veut, et c'est après, si nécessaire, à la justice, par des jugements, de dire si certains propos ne tombaient pas sous le coup de la loi. Oui, ça vous faites référence à Éric Zemmour. Mais est-ce qu'a priori, on lui interdit de parole ? Il y a déjà 2 condamnations pour une incitation à la haine religieuse, et il me semble que certaines déclarations récentes peuvent peut-être, mais ça c'est aux juristes de le dire, et aux magistrats, de nouveau tomber sous le coup de la loi. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler de ce qui s'est passé à Bayonne, avec des réactions là aussi qui sont compliquées, avec des gens qui s'insultent sur les réseaux sociaux, avec des revendications pour le moins étonnantes parfois. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous commentons l'actualité. Donc hier après-midi, un homme a tenté d'incendier la mosquée de Bayonne. Il a tiré sur 2 fidèles, les blessant grièvement. L'un d'entre eux est dans un état particulièrement grave. Alors le suspect, c'est un homme de 84 ans, un ancien militaire, ancien candidat du FN. Il a été rapidement interpellé. Il a reconnu les faits. Pour le moment, le parquet national antiterroriste n'est pas saisi, parce que certains parlent ce matin d'attentat ou attaque. Certains le décrivent comme un marginal, colérique, sensible aux thèses complotistes contre les musulmans. Patricia Ball. Je pense qu'il s'agit là, je ne veux pas trop m'avancer parce qu'il y aura une enquête, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'un acte isolé. D'un extrémiste anti-musulman, voilà. Et bon, il s'était présenté pour le Front National. Il y a des cas isolés comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier ce qui s'est passé d'acte terroriste. Ouais, Olivier d'Artigol, c'est un acte raciste. Voilà. Avec une personne qui a comme objectif de brûler une mosquée au moment de la prière, et qui est muni qui blesse 2 personnes par arme à feu. Donc moi je pense que la caractérisation dans ces moments-là, les mots sont très importants. Donc je pense qu'il y a un attentat raciste. Exactement. Et je souhaiterais d'ailleurs, quand Christophe Castaner dit qu'il condamne les faits de Bayonne, il faut mieux les caractériser. Mettre des mots sur les mots, oui. Mettre des mots sur les mots, exactement. Et puis, je fais écho à ce qui se passe sur le département. On connaît bien ce quartier Sainte-Croix. Tout ça se passe très... Il n'y a pas de problème à Bayonne. On n'a pas de problème. Donc, il y a aussi une
Très vive émotion. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'on cesse, à chaque fois qu'il y a ce type d'incident, et quelle que soit la religion visée, qu'on cesse de dire que c'est le fruit de quelqu'un de déséquilibré. Moi, j'en ai marre d'entendre ça. C'est vrai. J'ai pas dit ça. Non, mais bien sûr, personne n'a dit autour de la table, mais on lit beaucoup sur les réseaux sociaux, et je pense même qu'il y a un ministre ou deux qui... Ce sont le fruit de racistes. Alors, est-ce que tout raciste est déséquilibré? Là, c'est un autre débat, mais arrêtons d'excuser par un supposé déséquilibre le geste de quelqu'un. Voilà, c'est juste un raciste. Mais il peut être aussi déséquilibré. Oui, mais enfin, il y a déséquilibré. C'est quelqu'un qui n'était pas enfermé, c'est quelqu'un qui n'était pas suivi, c'est avant tout quelqu'un de raciste. Voilà. Il avait écrit, je crois, un courrier quelques jours avant. Oui, quelques jours avant, oui, c'est ça. Mais est-ce que ça témoigne d'un climat? On voit effectivement, je parlais de ces débats sur les réseaux sociaux où ceux qui sont pro-musulmans, puisqu'on va séparer peut-être les camps, c'est compliqué. Mais ça, disent vous voyez ce qui se passe à force de parler du voile, à parler de tout ça. Donc est-ce que ce sont les discours qu'il y a eu ces derniers temps qui justifient entre guillemets ce qui s'est passé? Olivier d'Artigol sur notre antenne a dit quelque chose ce matin que j'avais publié. C'était un post que j'ai publié il y a 15 jours en disant voilà le problème en France pour les communautés X, Y, Z, parce que le mot communauté, pour moi, est devenu un mot tabou. On est en France. Les musulmans, pour leur majorité, ont une carte d'identité française. Ils sont français. J'entendais ce matin le vice-président du CFCM qui disait les musulmans de France, je ne supporte plus. C'est comme si on dit les juifs de France. Ce sont des Français de confession musulmane, comme il y a des juifs, des Français de confession juive et des Français de confession protestante. Donc il faut arrêter avec cette folie du communautarisme. Et je pense que le président de la République doit se saisir du problème pour rassembler les Français qui sont français, point. Moi, je suis profondément choqué ce matin par les réactions de Mélenchon, d'Hamon notamment, qui explique que ce qui se passe est une des conséquences du débat sur le voile et laïcité. Je trouve que c'est inadmissible ce qu'ils disent, qu'à un moment va falloir rappeler que la majorité des musulmans de France sont pour plus de laïcité, que ce qui se passe aujourd'hui, on combat finalement contre les identitaires, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême islam, entre guillemets, et que ça suffit. La plupart des musulmans ne sont pas pour le voile partout, et arrêtons de dire que se battre contre la laïcité provoque des attentats anti-musulmans. C'est faux. C'est faux. Complètement d'accord, mais je pense que celui qui a relancé un peu le débat, c'est le président de la République, qui a voulu en faire une thèse, et on sait très bien pourquoi, pour des raisons politiques, et donc ceux que vous avez cités vont un peu dans le même sens, alors qu'il y a un débat qui devrait avoir lieu sereinement, moi, sur la question du port du voile. Mais c'est pas une question religieuse. Non. C'est une question de la femme et de l'homme. Ça n'a rien à voir avec la religion. Je vais vous dire quelque chose. Olivier d'Artigol. On participe les uns et les autres à des émissions qui ont pour objet de décrypter l'actualité du jour. Moi, j'ai l'impression d'être dans un tunnel depuis 2-3 semaines où il y a quasiment... On peut parler de tout, mais est-il raisonnable qu'une question occupe d'une manière pour moi irrationnelle autant d'espace dans la parole publique et politique? Je prends un exemple. Dans le même temps est en train d'être débattu à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances ou le projet de loi de la sécurité sociale. Les décisions prises auront des conséquences pour des millions de familles. On n'en dit pas un mot, catchy. Et il y a quand même un climat qui s'est installé où j'ai dû par exemple discuter parfois sur des débats, des plateaux. Est-ce qu'un petit garçon qui ne donne pas la main à une petite fille dans une école, est-ce que c'est un signe faible de radicalisation? Et sur une société de défiance, où il peut y avoir un basculement vers une société du soupçon. Donc le climat des dernières semaines me paraît assez lourd. Parfois un peu pourri. Je suis assez d'accord avec Olivier d'Artigol et je mettrai simplement un bémol. Concernant le port du voile, moi je suis une femme, je suis féministe et j'estime que quand on met des voiles à des petites filles de 5 ans qui vont à l'école, on ne leur donne pas le choix. Et je pense que le voile est un affaiblissement pour la femme. Absolument. On est dans un pays où on peut
très sa chevelure. On a cette liberté. Et je sens dans nos sociétés que certaines femmes imposent à des enfants et à des petites filles le port d'un voile. Et à d'autres femmes. Ou à d'autres femmes. À d'autres femmes aussi. Et qui ont des représailles par certains hommes, si elles ne portent pas le voile. Et ça, c'est inquiétant, parce que c'est une atteinte à la liberté de la femme. Et donc, la discussion sur le port du voile, c'est pas une discussion par rapport à une religion, c'est une discussion par rapport à un comportement sociétal et une liberté. Mais ça a un rapport avec une religion. Vous pouvez c'est un rapport avec une religion, c'est un rapport direct avec l'islam. Parce qu'elles en ont fait, les femmes qui le portent, un symbole politique de prosélytisme pour certaines. J'allais finir ma phrase. Enfin, rappelons que c'est pas nouveau, ça a 30 ans cette histoire. Il faut rappeler ce qui s'est passé au lycée de Creil, où à l'époque, la gauche, je suis désolé, s'est écrasée lamentablement. Absolument. Personne n'a rien dit. Et ce qu'on paye aujourd'hui, c'est l'échec de cette politique et l'échec des SOS Racisme. Les propos de Dominique Sopo ce matin sont eux, ou sont des gens qui en gros, c'était de la faute du combat sur la laïcité, ce qui s'était passé. Mais enfin, c'est des gens qui ont cru qu'ils allaient combattre le racisme en faisant des concerts avec Yannick Noah ou Benabar. Vous voyez, ça a fait augmenter le Front National en 30 ans et ça n'a pas fait baisser le racisme. Ils se sont plantés. Je suis quand même, en dehors de ce que tu viens de dire, Patricia, je te partage à 100%. Olivier a pas tort. On a vécu le mouvement des Gilets jaunes. Combien d'espace a été donné, non pas aux Gilets jaunes, mais à la violence des Gilets jaunes pour essayer, je ne dis pas qu'il y a un complot, mais évidemment, ça a apporté ses fruits dans le mauvais sens. Mais ça, c'est la perversité des chaînes info. Vous savez, il y a une hiérarchie de l'info, ils font ça. Et regardez les chaînes info, on ne parle jamais d'international, par exemple. Non. Voilà. J'ai été content de voir le résultat du sondage JDD Ipsos ce dimanche. Et très étonné par la titraille et la couverture, puisque à la question assez simple, quelles sont pour vous les questions prioritaires pour les prochains mois, ce qui ne me surprend pas au regard de la nature des échanges que j'ai, par exemple, à Pau dans le cadre d'une autre activité, c'est les questions de la santé, c'est les questions de l'emploi, c'est les questions du pouvoir d'achat, des salaires. Je ne dis pas que le voile n'est pas un sujet, j'ai jamais fait ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas parler d'insécurité culturelle lorsqu'elle est ressentie. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même des sujets aujourd'hui qui étaient au cœur du mouvement des Gilets jaunes, notamment sur la question de la justice sociale, fiscale et de la démocratie, ISF et RIC, qui ont totalement été évacués comme d'un coup de baguette magique du débat médiatique, quand même, pour le coup. Olivier, les Gilets jaunes, il y a eu des heures et des heures d'antennes de télévision et de radio consacrées aux Gilets jaunes. Il me semble que rien n'est réglé. Ça, c'est un autre sujet. On ne parlait pas trop des revendications, on parlait surtout de la violence. Mais je trouve que rien n'est réglé. Le sondage dont vous parlez est très important parce que ça a montré effectivement qu'il y avait d'autres priorités, mais que sur les questions de laïcité... Il y a 78% des Français interrogés qui pensent que la laïcité est tout à fait ou plutôt en danger. Et il y avait aussi d'autres choses dans ce sondage qui montraient quand même une inquiétude. Et ça arrivait en 5e position, effectivement, mais il y avait quand même une inquiétude et ça reste quand même un sujet pour beaucoup de Français. Et c'est suite à ce sondage-là que le président de la République a légèrement durci sa position. La semaine dernière, il a tenu des propos que moi, pour ma part, j'ai trouvé inadmissibles en disant qu'il n'avait pas à se mêler de ces problèmes-là sur la laïcité. En gros, je résume. Et il y a ce sondage-là qui a été publié. Et d'un coup, ils se sont dit, finalement, on a quand même une majorité qui faisait pas de bruit, mais qui pense pas la même chose. Ouais, il y en a 75% dans ce sondage qui sont pour l'interdiction du port de signes religieux ostensibles aux usagers des services publics et qui ne veulent pas également que les parents d'élèves accompagnent les enfants. Moi, je suis contre le voile, je suis contre la kippa, je suis contre ces signes extérieurs religieux, même dans les rues. Je veux dire, le samedi, je vois parfois des jeunes se promener avec la kippa, mais je ne vois pas. La kippa, on la porte dans une synagogue, on la porte chez soi. Ça n'a pas le même symbole, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On se met une identité religieuse sur le visage et sur la tête. Et c'est ça qui, pour moi, est choquant dans une république laïque, encore une fois. On a en ligne avec nous Didier. Bonjour Didier, vous voulez réagir à ce que vous avez entendu? Oui, bonjour. On vous écoute. Je réagis par rapport à tout à l'heure ce que j'ai entendu concernant les petits-enfants. Là, c'est à votre invité. Là, oui, c'est une parole du ministre Blanquer. Oui, non, mais qui parlait des petits-enfants à qui on met le voile et qu'ils n'ont pas le choix et tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui. Allez-y, Didier.
c'est votre invité là. Et en fin de compte, quand vous regardez, il y a des petits enfants à qui on offre quand ils ont 2-3 ans une chaîne avec la croix du Christ sur le cou, et qui vont à l'école après quand ils ont 4-5 ans, 6 ans ou 10 ans, et qui sont le truc ouvert. Ça a la même valeur que le voile, si vous voulez, par rapport à non, ça n'a pas la même chose. C'est pas exactement la même chose de voiler une petite fille de 5 ans. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non. Ce que je veux dire, mais vous avez des femmes âgées moi, je rencontre là, je suis à Carrefour. Il y a plein de gens qui sont décolletés et qui ont la croix du Christ qui apparaît. C'est un signe aussi de religion, comme le voile peut l'être. Non, mais monsieur, il faut rectifier quelque chose. Le problème aujourd'hui du voile, ce n'est pas qu'un symbole religieux, justement. C'est un symbole politique qui vient des frères musulmans en Égypte, qui est passé par l'Iran. Donc ce n'est pas la même signification, justement. Maintenant, à titre personnel, moi je suis contre tout signe religieux, comme vous le disiez tout à l'heure, quel que soit le symbole, s'il est politique, je suis contre. Alors, mais une chose qui m'énerve, c'est qu'on entend toujours des femmes qui disent « j'ai la liberté de porter le voile », mais j'ai envie de leur répondre « vous avez également la liberté de pouvoir le retirer ». Sauf que la kippa n'a servi pas la femme, c'est ce que nous dit Pierre. C'est exact. C'est ce que nous dit Pierre. Moi, je suis fatiguée de tous ces débats. Je trouve ça usant. Ça fait 15 jours, 3 semaines depuis l'attentat de la préfecture qu'on en parle. Et c'est vrai que je trouve que c'est usant, fatigant, que ça crée un climat compliqué. Oui, mais l'actualité fait aussi qu'on est obligé d'en parler parce qu'il y a une mosquée qui est attaquée hier. C'est ça le problème. Oui. Donc, c'est un sujet récurrent qui existe et qu'on ne peut plus nier. Oui, mais il faut le régler. Le débat est pourri par des minorités qui, d'après le sondage, qui ne représentent rien. Encore Yacine Bellatar hier qui a eu des propos surréalistes, et c'est un peu plus possible. C'est ça qui pourrit le débat. Il a dit nous nous assimilerons jamais. Nous avons préparé nos enfants à cela. Voilà. Il y en a marre d'avoir des gens qui représentent rien, 2%, pourrir un débat où finalement on se rend compte que 75% des Français sont d'accord. Allez, on va mettre tout le monde d'accord avec le débat sur la SNCF. 0826 300 300. On en parle dans un instant. Est-ce que vous soutenez les grévistes? Est-ce que vous pensez que tout va péter? Il n'y a pas d'autre. Je n'ai pas trouvé d'autre expression. C'est vrai que c'est explosif en ce moment j'allais dire à la sécurité sociale aussi, mais plutôt à la SNCF. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Jean-Luc Touly, Olivier D'Artigol, Patricia Balme et Mathieu Alterman. Alors, on avait encore un appel sur le précédent sujet. Christophe est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je voulais réagir par rapport à l'attaque, on va dire, d'hier à Bayonne. Déjà en préambule, je condamne. Pour moi, c'est une attaque. Voilà. Moi, je condamne d'autant plus que je suis moi-même au Rassemblement national. Je suis militant. Et c'est vraiment, c'est pas du tout représentatif de tous les militants et de tous les Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Déjà, je tenais à dire ça, c'est triste d'en arriver là, cette personne. Après, moi, ce qui m'a choqué, entre guillemets, c'est que de suite, on a fait l'amalgame. J'ai zappé un peu sur les chaînes d'information et j'ai vu en bandeau sur BFM que de suite, c'était un élu du Front National à l'époque. Et chose que c'est regrettable, chose qui n'est pas faite pour les attentats islamistes. En fait. De quoi vous dites l'amalgame qui est fait. Voilà, cet amalgame qu'on retrouve pas quand il y a un attentat islamiste. Dernièrement à la préfecture de Paris, Monsieur Castagnac s'est rendu 2 ou 3 heures après l'attaque. Il a divulgué aucune information, aucune chaîne télévisée d'information n'a donné d'informations sur cette personne. Alors que une fois qu'il a été identifié, on remonte rapidement le dossier de la personne. Alors, et là, suite, hier, ça a été de suite la première info. Ça a été un ancien élu du Front National. C'est quand même triste. Monsieur... Après, en aucun cas, je justifie cet acte qui est horrible. Je peux vous demander... pas justifier ça. Alors, Mathieu Alterman avait une question. Est-ce que je peux vous demander votre âge, monsieur? J'ai 43 ans. Vous êtes peut-être trop jeune pour vous rappeler que dans les années 90, il y a eu une manifestation du Front National où on a acheté un arabe à la Seine. Voilà. Vous êtes peut-être trop jeune pour vous rappeler que dans les années 80, il y avait des manifestations au cœur, c'était facile, à rue des Pyramides, près de la statue de Jeanne d'Arc, où il y avait des skinheads qui faisaient salut nazi dans les défilés du Front National. Et quel rapport, si je peux me permettre de répondre, parce que là je suis en désaccord. Parce que le Front National à l'époque n'avait pas les voix, notamment qui étaient recueillies pendant des décennies par le Parti communiste. Donc le monde ouvrier, le monde des pauvres. Et malheureusement aujourd'hui,
c'est le Front National, le Rassemblement National. Ça n'empêche pas. Je comprends. C'est d'abord l'abstention, mais bon. Oui, mais il y a aussi massive. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui votent pour le Front, pour le Rassemblement National. Donc attention, moi je comprends ce qu'il dit, et c'est bien qu'il le dise, lui, en tant que militant du Rassemblement National. Donc l'amalgame, l'amalgame, c'est de tous les côtés qu'il faut les condamner. Et là, c'est un peu facile que l'information qui est passée extrêmement rapidement, on voit bien quel intérêt peut-être électoral qu'on veut en faire. L'amalgame, on le fait en comparaison. Mais moi, je suis pas au Rassemblement National. Oui, non, mais est-ce que vous avez vu des manifestations d'autres partis politiques où il y a eu des morts qu'on a acheté à la scène? Jamais. On peut remonter aussi. J'étais avec le même Mitterrand, je crois aussi François Mitterrand. Il y a un moment, 42, je crois qu'il n'était pas très clair non plus. Donc on peut aussi tout ça remonter. Non, mais remonter l'histoire aujourd'hui. Ce que représente le Rassemblement National, on ne peut pas le comparer à ce que le Front National représentait il y a 25 ans. C'est pas les mêmes personnes. Ouais. Et donc, ce que ce militant a fait, ce qu'il vient de dire, je pense qu'il faut mieux s'en féliciter pour que justement, même si dans tous les partis, il y a des extrémistes ou des fous furieux... C'est un parti qui a été créé par d'anciens pétainistes, quand même, je suis désolé. Oui, le pas d'amalgame... Est-ce que du coup, pour poser une question, à savoir, est-ce que les musulmans aujourd'hui peuvent avoir peur après ce type d'événement? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a eu, les chiffres sont sortis sur 2018. Il y avait une grande baisse des actes anti-musulmans. Il faut s'en féliciter. Et je pense que la France n'est pas un pays raciste et que heureusement, on n'a pas des agressions tous les 2 jours. Je pense, Valérie, qu'on doit les uns et les autres faire attention au moment que nous traversons. D'abord en parlant de nos compatriotes de confession musulmane. Parce que ça n'est pas rien de remettre les choses dans cet ordre-là. De dire quand même qu'ils sont un très grand nombre à avoir j'ai envie de dire la boule au ventre. Oui, enfin, j'ai un chiffre, les actes anti-musulmans atteignent cette année avec 100 faits leur plus bas niveau depuis 2010. Oui, il peut y avoir des actes et il peut y avoir un ressenti. Oui, absolument. Mais c'est bien de rappeler factuellement aussi. Voilà. Mais les actes antisémites sont en augmentation. Et en augmentation. Pour un nombre, il faut rappeler, de 500 000 juifs. Exactement. Et donc j'espère que le débat public, politique, et ça fait appel à la responsabilité de responsables qui ont de la parole publique, puissent se retrouver un peu de discernement et un peu d'apaisement. Mais en fait, la question qu'on se pose, on va vers où là ? C'est-à-dire comment les choses peuvent évoluer. C'est quoi l'avenir en termes de climat national, d'état de notre société? Vous savez, les Français, pour rebondir sur ce que dit Olivier d'Artigol, les Français ont toujours respecter la fonction présidentielle et aimer la fonction présidentielle. Le président de la République, on va dire jusqu'à Pompidou, même Mitterrand, était considéré comme le père de la nation. Et ce mot père de la nation a une vraie signification. C'est-à-dire, le père, c'est celui qui protège, c'est celui qui donne des directives, c'est celui qui éduque. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'incarnation de ce père de la nation à travers ce jeune président de la République, pour des raisons X ou Y. Si le président de la République ne s'empare pas de ce sujet, du sujet de la laïcité, et qu'il ne va pas en profondeur parler aux Français sur ce sujet, je dirais presque pour sonner la fin de cette horrible récréation, ça va continuer pendant des mois et des mois. Moi, je lui conseillerais pas d'intervenir. Parce que sa parole, elle est absolument plus crédible. On n'entend que lui. Des grands débats n'ont plus fini. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'il se taise une bonne fois pour toutes. Non, mais lui, personnellement... il a perdu. Mais il fait que des débats avec du vent, du théâtre. C'est un mauvais acteur. Donc c'est pas crédible. Quelques réactions. Donc ça fait l'effet inverse. Yvette nous dit, je suis triste de voir ce que devient notre beau pays qu'est la France. Communautarisme de tous bords, non-respect de la laïcité, grève de tous côtés, les blouses blanches et cheminots. Et en fait, en face, un gouvernement qui ne prend pas ou ne veut pas prendre l'ampleur du mal-être français. Et Jacques nous dit, et oui, ceci nous mène tout droit vers la guerre civile. Donc c'est vrai que certains sont dans ce... Qui est l'objectif des islamistes? L'objectif des islamistes, c'est qu'il y ait une guerre de civilisation en Europe et une guerre civile. C'est ça le cas. De le rappeler. Oui. L'objectif ultime est de nous faire d'abord douter de nos modes de vie, de notre société, de la conflictualité démocratique, pour faire basculer vers la guerre civile. Absolument. Oui, alors, très important de le rappeler. Et ce malaise social, et la SNCF, les infirmiers, les aides-soignants, il y a ce malaise social d'un côté, et il y a de l'autre côté cette espèce de fracture communautariste qui monte, et à partir du moment où ces deux aspects, le malaise social et le malaise
autour de la laïcité, appelons ça globalement, le jour où ça se rejoint, effectivement, le mot guerre civile n'est pas une folie que l'on emploie au hasard. Dans l'histoire, les religions, quand même, c'est quand même le principal facteur de mort, au nom de Dieu, soi-disant, quelle que soit la religion. Et moi, je me félicite qu'en Iran, des femmes osent retirer leur voile, alors que nous, c'est plutôt l'inverse. Mais moi, j'aimerais rajouter que les médias, et évidemment les réseaux sociaux, mais ça, on ne peut pas les contrôler, donnent quand même trop souvent la parole à des gens qui participent un peu de ça. Enfin, il n'est pas normal que Rokia Diallo soit invité tous les jours à la télé, que Yacine Bellatar soit invité tous les jours à la télé, pour au final... Les journalistes vous diront qu'il faut des contradicteurs. On ne peut pas avoir une pensée unique sur les plateaux non plus. Ce sont des gens quand même qui ont des propos excessifs et extrémistes. Enfin voilà, on ne peut pas les mettre au même niveau que n'importe quel modéré. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas tweeté sur l'attentat de la préfecture de police, et que là, il n'arrête pas de tweeter sur la mosquée. Mais en même temps, voilà, c'est son avis. On a un appel, on a Abderrassi en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour, justement, voilà, je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Bon, déjà, vous aviez commencé par dire que certains débats avaient été annulés, et c'est clair et net que je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pas normal que ça soit annulé pour X ou Y raison. Justement, pour avoir cette liberté de parole que tout le monde devrait avoir aujourd'hui. Deuxièmement, vous tout à l'heure vous dites je pense, vous avez dit une femme qui me répond, une femme voilée qui me répond je suis en France et j'ai le droit de porter le voile. Vous avez dit vous lui répondriez qu'elle a aussi le droit de l'enlever. Seulement le problème quand vous répondez ça, c'est que quelque part vous essayez de lui imposer ce que vous voulez. Non, c'est sur les hommes qui leur imposent. Non, mais en plus, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit le droit, j'ai dit la liberté. Et ça change tout. C'est pas du tout la même chose. Si elle a la liberté, ça veut dire qu'elle peut le porter ou l'enlever. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ça fait des années que la France vit avec des femmes voilées. Voilà, on connaissait l'histoire, l'immigration, tout ça. On va pas refaire l'histoire. On la connaît tous. Les guerres, Algérie, machin, c'est ça. Aujourd'hui, ce qui m'embête, c'est qu'on réduit toujours la femme voilée à une femme soumise. Mais il y a un problème avec ça. Parce que les femmes soumises... Le problème, c'est les hommes, surtout. Dans les années 50. Aujourd'hui, si vous voyez des femmes maghrébines, quelles qu'elles soient, tunisiennes, marocaines, algériennes, celles elles ont grandi ici, elles sont nées ici, elles ont grandi ici, elles connaissent le système, elles savent aussi que nos parents sont un petit peu, parfois, ceux qui sont venus ici à la première génération, ils sont un peu archaïques, c'est-à-dire qu'ils ont gardé certaines valeurs qui parfois sont fausses ou étriquées. Mais aujourd'hui, les femmes, ma femme, elle porte pas le voile, je suis marocain. Ma femme ne porte pas le voile. C'est un choix et je le respecte entièrement. Ma mère. Et si elle décidait de si demain vous interdisez le voile dans l'espace public, mais ma mère, si vous lui demandez d'enlever le voile, c'est comme si elle était toute nue. Mais si votre femme revient, et si votre femme revient en vous disant qu'elle veut se voiler, vous lui direz quoi? Mais je lui dirais c'est ton choix. C'est ton choix, c'est ça la liberté, c'est ça qui est beau, c'est ça la laïcité. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est cette valeur qui est censée qu'on accepte les autres. Vous avez qu'à vous voiler vous-même, comme ça on aura l'égalité. Non, c'est nul ça, monsieur, comme réflexion. C'est pas je sais que c'est nul, c'est pour ça que je le dis. C'est pas à la hauteur. Patricia Bal, monsieur, je voudrais juste vous dire une chose. Moi, je suis née dans un pays musulman, le vôtre, je suis née au Maroc. J'ai connu le Maroc avec des femmes non voilées, mais aussi des femmes qui portaient des djellabas et ce petit foulard en mousseline sur le visage. Comment est apparu le voile? Quand est apparu le voile? Tout ça a commencé, je vous le rappelle, en Afghanistan, quand les femmes ont commencé à porter des burqas avec des grillages et que tout d'un coup, le fait de se couvrir la tête est devenu un symbole politique. Et c'est contre cela qu'en France, pays de liberté, nous nous insurgeons. Et je trouve qu'il y a des limites aujourd'hui à faire que le voile devienne ce symbole religieux, politique, et faire du prosélytisme, et que des femmes musulmanes aient peur de sortir sans le voile. Mais où sommes-nous, monsieur? Moi, j'ai connu votre pays qui a été le mien de naissance, où les femmes sortaient comme elles voulaient. Elles allaient en bikini à la plage. Et elles ne mangeaient pas halal. Elles ne mangeaient pas de porc, mais elles ne mangeaient pas halal. Tout ça a été créé de toutes pièces, et ce n'est pas inscrit dans le Coran, monsieur.
Ça, encore une fois, madame, c'est une de vos interprétations et vous n'avez pas le droit d'interpréter et d'une interprétation d'en faire une idée générale. Alors, vous êtes en train de dire que c'est une interprétation qu'elle n'a pas le droit d'interpréter, donc vous êtes fasciste. Non, monsieur, une interprétation, c'est une façon propre de penser. On a le droit de la dire, mais on n'a pas le droit de l'imposer. On est d'accord? Bon. Ouais, voilà, d'accord. Bon, mais non, mais marocaines, algériennes, tunisiennes, maghrébines, qu'elles portent ou non le voile, ne sont plus des femmes soumises. On n'est plus en 1950. Vous avez des témoignages de femmes qui disent l'inverse. C'était sur une radio concurrente, une jeune femme musulmane qui a signé une tribune contre le port du voile dans Marianne et qui racontait qu'elle était insultée, menacée, intimidée et qu'elle était obligée de le porter parce qu'elle n'a pas le choix là où elle habite et qu'elle se fait, que ça lui est imposé dans l'espace public parce qu'elle habite dans un quartier où elle n'a pas le choix. Il y a des femmes dans certains pays maghrébins ou autres. Donc c'est un de débat, confession musulmane qui sont en prison parce qu'elles ne portent pas le voile. C'est pour ça que les femmes iraniennes qui résistent, etc. Là, il n'y a pas de pression gouvernementale, politique, etc. Ouais. Mais le fond du problème, c'est que les hommes, c'est aux hommes de leur dire qu'il ne faut pas se voiler. Parce que pourquoi il y a le voile, l'histoire? Les cheveux, le sexe, parce que c'est ça derrière. Alors que moi, j'ai vu des musulmans hommes dans la piscine de ma ville qui reluquaient les femmes qui n'étaient pas voilées, évidemment, qui portaient des bikinis. Mais c'est quoi ça? On retourne au Moyen-Âge? On enferme les femmes au nom de quoi? C'est le machisme, c'est intolérable ça. On n'arrivera pas à se mettre d'accord et à conclure là-dessus. C'est pour ça que je disais qu'on tourne un petit peu en rond depuis 3 semaines. Vous voyez, là, on voulait parler de cet attentat et on revient à chaque fois au voile. Je voudrais qu'on parle de la SNCF. Est-ce que c'est la grève de trop? Ça va détendre ça va pas détendre l'atmosphère. Ça va changer de sujet. La SNCF se détendre, c'est quand même assez... Mais je veux bien vous dire quelque chose sur... Ça va pas aller en s'améliorant. J'ai des copains cheminots qui en ont gros sur la patate. Ils en ont gros sur la patate depuis la manière dont la réforme ferroviaire a été menée, puisque aucune contre-proposition venant des organisations syndicales qui relèvent parfois du bon sens n'a été prise en considération. Même de la CFDT. Il y a donc il y a donc une exaspération, j'ai envie de dire une blessure dans cette communauté cheminote que je connais très bien dans mon département, les Pyrénées-Atlantiques. Et donc oui, il faut dire la vérité, on va vers des journées difficiles. Je pense que le 5 sera... Est-ce que c'est normal de se comporter comme ça? Oui. C'est la question. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite. Allez, on continue le débat sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. La grève se poursuit à Montparnasse. Le mouvement du Technicentre de Châtillon s'intensifie avec un trafic sur les réseaux SNCF des TGV Atlantique encore très perturbé. Beaucoup de trains annulés aujourd'hui. Demain, seulement 3 trains sur 10. C'est une crise qui semble s'installer dans la durée. 13 jours après un accident sur un passage à niveau qui a blessé 3 personnes, eh bien cette grève continue, perdure et visiblement ce n'est pas terminé. Et c'est une situation qui semble assez explosive et il n'y a pas de dialogue social. C'est ce que vous disiez, Olivier d'Artigol. Ma question est... Concrètement, même les syndicats, j'ai envie de dire, les plus réformistes ou les plus proches du gouvernement n'ont pas réussi. En fait, il y a un problème sur ce quinquennat. Il y a tout un discours sur l'écoute, sur la nécessité de prendre en considération les corps intermédiaires, etc. Mais quand on est sur un sujet précis, on se rend compte que la capacité, et c'est vrai aussi dans le cadre de l'exercice parlementaire, il n'est pas possible de faire bouger des décisions, un texte, sans, j'ai envie de dire, aller vers une autre politique, mais au moins pour dire, sur ça, vous avez raison, on va l'intégrer. Rien. Absolument rien. Je connais bien ces métiers pour différentes raisons. Je vous assure que ce que disent... D'abord, il y a une culture cheminote sur la sécurité qui est une culture très, très forte. Voilà, un cheminot, son train, c'est pas n'importe quoi, les usagers, etc. Il y a véritablement des choses aujourd'hui qui relèvent de dysfonctionnement dans l'entreprise. Par exemple, sur l'appel à la sous-traitance pour un certain nombre de travaux où avant il y avait la compétence en interne, qui pose un problème. Et je pense je préfère le dire. Moi, j'ai des copains qui sont cheminots qui, quand ils m'appellent, ils me disent pas que ça va être une période de bisounours dans laquelle on rentre. Je peux vous dire que ça. Et oui, c'est une réalité. Oui, mais non, la réalité, c'est pas celle-là. La réalité électrice, c'est pas ça. C'est que la SNCF a de grandes chances de disparaître parce qu'il y a l'ouverture à la concurrence, que les Français n'en peuvent plus. Ils contestent ça aussi. Ben oui, mais ils contestent ça. Ça a été voté par. Ils reviennent vers la nationalisation. Regardez les effets. Totalement. Regardez les effets
En Grande-Bretagne, même en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, non, mais c'est faux. La privatisation a nourri des catastrophes, des incidents ferroviaires. Ils s'interrogent, y compris sur la réappropriation publique de certaines lignes. Mais non, c'est juste factuellement ce que je dis est vrai. Non, c'est faux. Toutes les privatisations, qu'elles soient en Suède, en Allemagne ou en Angleterre, ça a fait augmenter complètement les consommations de train. Ça a été un énorme succès, 80% en Suède. Les prix qui ont augmenté. Les prix ont légèrement augmenté, mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Les Français sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir 1000 fois mieux. C'est ce que les gens ne comprennent pas dans ce pays. Patricia, comment expliquez-vous qu'il est parfois meilleur marché de prendre l'avion pour aller entre Bordeaux et Paris que prendre le train. La politique de SNCF, il y a quand même pas tous en même temps. Patricia Ban, qui s'appelle Monsieur Pépi, qui n'a absolument pas su gérer la SNCF comme il aurait dû, comme on gère une entreprise, d'une part pour les salariés et d'autre part pour la rénovation de certaines rames. La SNCF est devenue une chose vieille, abîmé, avec un malaise social interne. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris non plus les cheminots en considération. Si, parce que la SNCF, c'est aussi un management de société. Dans une entreprise, on a envie que les salariés soient contents. Mais on a aussi envie que les rames soient en bon état. L'échec et la responsabilité de Monsieur Pépi est énorme. Il n'y a pas que lui. Dans l'histoire. Le ministre des Transports qui a décidé ça sous Jospin est un ministre communiste. On n'en parle jamais. C'est lui qui a tout prévu ce qui allait se passer aujourd'hui. C'était Monsieur Guesso, exactement. Et on n'en parle jamais. C'est drôle d'ailleurs. Responsable mais pas coupable, c'est ça? C'est quand même lui. C'était. C'est lui qui a arrangé les choses. Le responsable de la privatisation des autoroutes. Mais la privatisation. Ce que je voulais dire sur la SNCF, c'est que les camarades, les syndicalistes, les personnels se sont battus pour leur statut. Ça n'a pas bien fonctionné. Et là, je ne pense pas que c'est un mot d'ordre au départ des syndicats. Je ne dis pas que les syndicats sont à la ramasse, mais je dirais que c'est quand même, comme tu disais, c'est à l'intérieur même. Les salariés en ont ras-le-bol d'une gestion, d'un management absolument totalement invraisemblable avec l'ouverture. Alors bon, on peut avoir une divergence sur l'ouverture, on verra bien. Je suis plutôt de l'avis d'Olivier d'Artigol, mais on verra bien. Mais que ces personnes-là, pour les problèmes de sécurité, pour un certain nombre de choses comme ça, sont encore plus mobilisées que pour leur propre statut, pour leur avantage soi-disant. Vous y croyez? Enfin, beaucoup de nos auditeurs n'y croient pas. Disent donnez-leur le statut, réglez le problème des retraites et vous verrez qu'il n'y aura plus de grève. Non, moi je pense pas. La question des retraites est une question, mais il y a la question des lignes secondaires, il y a la question du statut, il y a la question de la convention de TER, il y a beaucoup de choses. Ceci dit, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire surtout de tout. Que les gens, les clients de la SNCF, les usagers comme on dit, n'ont plus confiance en la SNCF. C'est une entreprise qui est mal aimée. C'est-à-dire que le comportement aujourd'hui fait qu'effectivement, beaucoup de gens sont pénalisés par les grèves. Des sondages ont donné raison aux cheminots lorsqu'ils posent la question de la sécurité. Dans une proportion très importante. Mais évidemment. Les cheminots sont les experts du ferroviaire. Mais qui pourrait être contre la question et leur motivation profonde? Est-ce que c'est réellement la sécurité ou est-ce que c'est effectivement leur statut? Pourquoi en douter? Je pose la question. Je pense, Valérie, c'est intéressant que le statut est un élément pour garantir la sécurité. On peut en douter sur un point, c'est que la raison du blocage il y a 15 jours, problème de sécurité, est une raison de quelque chose qui techniquement existait depuis 30 ans. C'est pas une nouveauté. Patrice en ligne avec nous. Bonjour Patrice. Bon sens, qui n'est pas qu'un cheminot d'un train. Bonjour à tous les intervenants. On vous écoute. Je suis assez outré de ce qu'on dévie systématiquement le débat parce que on dit c'est un débat, on vient sur le terrain politique, on va parler des retraites, etc. Moi, j'ai été fonctionnaire pendant 30 ans et j'ai sacrifié bien des choses de ma vie personnelle pour être au service des gens. Bien sûr. Et je pense que c'est le sens du combat aussi des cheminots. Ils veulent pas qu'on détruise leur outil de travail, ils veulent la sécurité de leurs usagers. Et on vit pas dans une entreprise, moi ça commence à me fatiguer d'entendre systématiquement rentabilité, entreprise, pourcentage et petite case, quoi. Il faut qu'on revienne quand même le dialogue social n'existe pas, quoi. Vous étiez à la SNCF, vous, Patrice, pardon? Non, pas du tout, j'étais gendarme. D'accord. J'étais gendarme pendant 30 ans. D'accord. Et je peux vous assurer qu'il y a un vrai sens du devoir, un vrai sens du service public dans tous les services. On en a assez d'entendre dire que les services publics et les fonctionnaires sont des feignasses et des profiteurs. Il y en a assez d'entendre ces conneries. Non, mais le principe de la grève ne vous gêne pas?
Pas du tout. Moi, je pense qu'il faut, dans tous les cas, lorsqu'on veut obtenir quelque chose, il faut créer un rapport de force. Et aujourd'hui, on se rend compte que le droit de grève, il existe quasiment plus, quoi. Il existe à la marge. Non, mais il existe le droit de grève. Non, il a été rogné. On a le droit de faire grève que si on demande la permission, que si on fait un préavis, que s'il y a un service minimum. Mais enfin, le droit de grève, concrètement. Monsieur, excusez-moi, je voudrais vous poser une question. Mathieu Alterman. Vous pouvez comprendre que des usagers des trains qui travaillent dans le service privé, qui financent finalement vos retraites, peuvent être exaspérés par des grèves à répétition pour préserver quelque chose qu'ils financent mais auquel ils n'ont pas droit eux-mêmes. Vous voyez, il y a quand même un truc, c'est ça aussi. Donc ils le font exprès pour embêter les usagers. Non, mais à un moment, les gens disent c'est pas les politiques qui sont pénalisés. C'est pas les politiques. C'est un moyen de pression parce que la direction de la SNCF et les gouvernements successifs ne répondent à rien du tout. Grève le premier jour des vacances scolaires, je pense pas qu'au niveau de communication, c'est l'idée du siècle de la part de la SNCF. Mais l'accident, il n'a pas été. Mais vous vous trompez. Ah bah. Pardon, mais quand on fait grève au moment des vacances scolaires et qu'on pénalise les usagers, on est quand même plus entendu qu'est-ce que si on fait grève un samedi ou un dimanche où les gens prennent moins le train pour aller travailler. C'était un droit de retrait dans lequel ces salariés ne sont pas en grève et sont à disposition sans faire le travail. Oui, non, mais c'est ça a été reconnu par l'inspection du travail, qui en effet à la fois dit qu'il y avait raison à droit de retrait et qu'il ne pouvait pas y avoir de sanctions suite à l'exercice de ce droit de retrait. Mais on peut aussi abandonner l'inspection du travail dans notre pays. Non, mais c'est pas le mouvement. C'est pas le rôle de l'inspection du travail. Je disais simplement, pour aller jusqu'au bout de ma pensée, que pour être entendu, c'est mieux de faire grève au moment des vacances. Oui, mais vous perdez l'opinion publique. Une partie. Mais oui. Ce que je veux dire, ce qui se passe en France, les gilets jaunes, la SNCF, etc., on le retrouve maintenant partout, toujours pour les problèmes des inégalités sociales quand même. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai été voir le film Joker, que je recommande d'ailleurs. Il faut y aller ou pas alors, oui. Ah oui, il faut y aller. Et alors après, il ne faut pas voir le côté que la violence, évidemment, mais que malheureusement, c'est la levée des personnels, des personnes qui sont défavorisées, qui utilisent des fois des moyens qui sont peut-être limites, mais qui sont exaspérés. Et ça se profile partout. Sauf qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous avez raison, sauf que je ne suis pas certain qu'une personne qui travaille à la SNCF depuis des années soit spécialement défavorisée par rapport à une caissière qui doit prendre un métro ou un train pour se rendre à son travail. Oui, il n'y a pas d'opposition. C'est parce que ce sont toujours ces pauvres gens qui payent quand il y a une grève. Pourquoi vous ne les opposez pas aux 0,1% les plus riches dans le pays qui sont le ruissellement des retards de dividendes? Pourquoi vous les opposez pas? La question, Bernard Arnault. Bernard Arnault qui fait... Il a dit parce qu'ils ne prennent pas le train. Olivier, là il faut arrêter. Enfin, j'ai la réponse. Je la cherchais depuis des mois. Il faut arrêter avec le combat le riche et le pauvre. Je crois que là vraiment. Alors, Patricia, je vous dis, je vous apprécie beaucoup, mais pour me faire renoncer à la lutte des classes. Ça va être compliqué. Mais est-ce que c'est la lutte des classes Non, mais est-ce que c'est je parle pas de ça. Je parle de cette grève au moment des vacances scolaires qui mais ils n'ont pas décidé. Mais bien sûr qu'ils ont décidé. Mais bien sûr qu'ils ont décidé. C'est un accident. Mais bien sûr. Vous êtes d'une mauvaise foi. Ils sont en raison par Internet. Mais est-ce que vous pensez c'est une insulte à ton intelligence que tu dis là. Est-ce que vous pensez que le gouvernement en a quelque chose à faire de ces grèves? Est-ce que c'est vraiment un moyen? Est-ce que c'est un vrai moyen de pression? Très bonne question. Très bonne question. En effet, que le nouveau monde et que le macronisme au pouvoir n'a que faire de ce que peut produire un conflit social, notamment en termes de dérangement pour la vie de tout un chacun, de ceux notamment qui prennent le train et qui ne sont pas les 0,1% les plus riches. Vous avez raison. Et c'est d'ailleurs un petit problème. C'est d'ailleurs un petit problème que de dire le train des réformes, pour prendre cette image, de toute façon, quel que soit ce qui se passe, on ne bougera rien. Ils ont bougé une fois. Mais en même temps... Après les scènes de violence extrêmes venant de journées gilets jaunes, où là, ils ont lâché. Ce qui théorise le fait que s'il n'y a pas un mouvement violent, on n'obtient rien. C'est ça aussi le résultat. J'entends ce que vous dites. En même temps, reconnaissez que la SNCF, ils vont pile là où le gouvernement attend qu'ils aillent et qu'il ne faut pas, à savoir faire grève le premier jour de vacances scolaires, surtout dans les lignes de train low cost qui visent les jeunes ou ceux qui n'ont pas de sous. Les Ouïghours et ceux ils tombent dans le piège complètement en même temps. C'est pas faux. Jean-Luc Touly. Je disais que Macron, au niveau des cars privés, ça a bien marché en tout cas, la grève de la SNCF. Très bien.
Oui, on peut juste dénoncer le doublement du prix de ces cars Macron pendant la grève. Doublement, et on peut dénoncer qu'on fait des déclarations sur le cœur, sur la lutte contre le réchauffement climatique, et qu'on met fin à une ligne, par exemple, Perpignan-Rungis, ce qui est une aberration sur le plan écologique. Elle en est où cette ligne? Elle a été supprimée, fermée. Donc on achemine par camion. C'est des camions absurdes. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff. Voilà. André Berkoff. À demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, débat.